Un long couloir en bord de mer. Un paysage où la lumière, en mouvement perpétuel, se joue des reliefs, des dunes aux estuaires. Un paysage où l'imaginaire des bains de mer et des stations balnéaires a été construit de toutes pièces. Où que l'on soit dans cette région, les dunes ne sont jamais bien loin. Les villes et villages du littoral ont été littéralement tirés du sable au 19e siècle, au moment de la mode des bains de mer. On va voir ensemble que ce paysage de la Côte d'Opale est finalement quelque chose de très récent. Le Touquet, considéré comme la perle de la Côte d'Opale, attire chaque année des milliers de touristes. La cité balnéaire a connu son essor au début du XXe siècle et avec lui, la création d'une hôtellerie de luxe. Nous arrivons ici dans le hall de l'hôtel Westminster où nous avons rendez-vous avec Dominique Rouillard. Bonjour. Bonjour, vous êtes Bonjour. architecte, Oui. docteur en histoire de l'art. Oui. Et vous allez nous décrypter un petit peu cet endroit qui est très symbolique, représentatif de la grande mode du tourisme balnéaire du début du siècle. Les gens viennent ici pour les bains, qui ont des vertus plus ou moins médicales, c'est ça. Et pour les accueillir, on va créer la même architecture qu'il y a à Paris. Oui, enfin, je dirais presque, c'est presque l'inverse. Ils ne viennent pas vraiment pour les bains. En fait, ils viennent ici pour se retrouver dans le cadre dans lequel on est. Et l'argument, c'est de prendre les bains, on disait prendre les eaux. Et donc, on buvait l'eau de mer qui était censée avoir évidemment des effets très stimulants pour la santé. Le bourgeois du 19e siècle prétend à l'aristocratie. Il veut vivre comme l'aristocrate. Et ce que va lui permettre la station balnéaire, c'est justement ce changement de statut, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Il va pouvoir vivre cette fantastique ascension sociale dans un cadre qu'il faut absolument inventer, construire, représenter, narrer, dessiner au niveau de l'urbanisation, au niveau des paysages, de la nature. C'est quelque chose qui est entièrement artificiel. La société a une représentation de la ville moderne qui est Haussmann avec Paris, c'est-à-dire des avenues tirées au cordeau, un certain type d'architecture, une hiérarchie dans les bâtiments, etc. Et elle va construire cette représentation sur le site balnéaire. Donc on a déjà un modèle qui va être repris avec une puissance extraordinaire grâce aux capitaux anglais. Parce qu'il y a un échange immédiat. On est très très proche des Anglais. Et les Anglais, ils amènent de l'argent, ils amènent une clientèle. Puis les Anglais, c'est eux qui ont inventé le tourisme. Alors on a fait venir les gens en leur expliquant que l'eau c'était bon pour la santé, mais enfin il faut un peu les occuper. Et donc on leur propose de regarder le paysage. Voilà. Et en même temps, la ville est arrivée à créer, par exemple, en 1960, cette route en corniche pour avoir cette possibilité d'admirer le paysage, parce que dans toute la Côte d'Opale, on a peu de possibilités néanmoins de se surélever pour voir la ville. La ville balnéaire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté cet incroyable horizon, vous voyez un petit peu ce qu'on a en face de nous, et on fait une légère rotation et de l'autre côté, on a la ville. Donc c'est les deux paysages. Il y a toujours deux paysages au bord de la mer. La nature violente avec ses marées, avec son vent, son soleil et en même temps l'urbanité. Il n'y a pas de site balnéaire sans un imaginaire urbain très puissant. On voit bien cette architecture qui fait front de mer, qui fait front à la nature, qui fait front à la violence des éléments. Et c'est cette confrontation que je trouve extrêmement stimulante entre la nature et l'architecture, la ville, l'urbanité. Tout commence par la plantation d'une forêt. Sans elle, Paris-Plage, comme on la surnomme à la fin du 19e siècle, n'aurait peut-être jamais vu le jour. La ville du Touquet, elle est assise sur un réseau de dunes. Un sol fuyant, évidemment, qu'il a fallu stabiliser. Ça s'est fait grâce à la plantation de pins. Richard Klein, vous êtes architecte. Est-ce que ça veut dire que sans ces pins, le Touquet n'existerait pas? Ah oui, en très grande partie. Les pins et la forêt plantée par Alphonse Dalloz eh bien, constituent toute une partie du paysage touquetois, la partie arrière, vers l'est, un peu éloignée du front de mer. Alphonse Dalloz, un notaire
qui a planté ces arbres en 1837 avec comme perspective la création d'une ville? Au départ, non. Au départ, pas du tout. Alphonse Dalloz prend sa retraite et il s'établit au Touquet avec des volontés un peu champêtres. Il essaie de cultiver des pommes de terre et des topinambours. Voilà. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Les plantations sont maigres. Et donc, il va se rabattre sur cette idée de planter une forêt, bon, notamment pour faire du Touquet un terrain de chasse. C'est du fait de l'existence de ces arbres qu'on a ce paysage-là aujourd'hui dans la ville. Tout à fait, c'est un paysage qui va intéresser notamment des investisseurs anglais qui vont chercher à faire un très grand projet sur le front de mer et ensuite le développer dans une forme de cité-jardin au sein de cette forêt, eh bien, avec des parcelles assez vastes et qui constitueront pour eux un attrait considérable, évidemment, du point de vue paysager. Si vous deviez résumer la particularité architecturale du Touquet? Il n'y a pas d'unité architecturale. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des phases où l'anglo-normand est très en vogue. Il y a des phases, au début, on va chercher une pierre locale, qui est la pierre de marquise, pour faire les maisons. Et puis il y a une phase dans les années 50 où le Touquet, c'est un Touquet moderne, avec des maisons qui pourraient être à Royan, avec une polychromie très vive. Et il y a cet environnement qui, lui, crée une forme d'unité qui fait que peuvent cohabiter des choses de genre très différents du point de vue architectural. Poliment, sans se fâcher. C'est-à-dire on a une maison des années 50 avec un petit cottage anglais et ça vit ensemble correctement. Avant la construction des premiers lotissements, ici à la fin du 19e siècle, il n'y a rien du tout. Rien, rien. Ce sont des terrains complètement délaissés, qui présentent aucun intérêt pour personne. Il n'y a absolument rien. Et donc la station, elle va être créée complètement ex nihilo sur un terrain vierge. Il faut tout faire. On nivelle le terrain, on construit les premières maisons qui vont souffrir de l'ensablement terriblement. Les premiers qui viennent s'installer ici c'est pas simple, sont méritants. Même aujourd'hui, on se rend bien compte que, aussi moderne que soit l'endroit, le sable continue à envahir l'endroit. C'est terrible, oui. Et là, on arrive plein ouest. Plein ouest. Et si nous étions en fin de journée, nous aurions la vue sur le soleil couchant. C'est ça qui va donner un peu les couleurs qu'on prête à la côte d'Opale. Tout à fait, puisque l'opale, cette blancheur d'un ciel souvent gris et du sable, eh bien, c'est aussi une blancheur qui contient toutes les couleurs. Or, au soleil couchant, quand le soleil vraiment éclaire en rasant la mer et le sable, eh bien, il y a plein de couleurs qui apparaissent, très très intéressantes, comme la pierre d'opale en fait. Et on comprend mieux pourquoi la région a réussi à attirer autant de gens à travers l'histoire. Oui, malgré le vent, quelques caractéristiques climatiques un peu rudes. À la fin du 19e siècle, la côte d'Opale attire donc les touristes, les bourgeois, mais aussi une certaine profession, les peintres. Nous sommes ici au musée d'Opale Sud et nous avons rendez-vous avec son conservateur, Georges Lilly. Pour quelles raisons les peintres ont-ils fait le déplacement jusqu'ici? Alors les raisons sont dues à plusieurs circonstances. Il y a d'une part une nouvelle façon de travailler pour les peintres qui consiste à aller sur le motif. Donc en fait le peintre vers la moitié du 19e siècle commence à sortir de l'atelier et sa priorité c'est de travailler sur le sujet. Donc il rencontre des circonstances favorables puisque c'est l'époque à laquelle les moyens de transport se développent et permettent d'aller rapidement en 3 heures de Paris sur le lieu où effectivement ils vont engranger ce qu'ils vont ensuite ramener à Paris pour le présenter au salon. C'est-à-dire qu'il sort de son atelier, il voit le train et ça l'emmène à Berck et le voilà, il arrive ici
Et qu'est-ce qu'il trouve de particulier ici? Alors d'abord, il trouve la nature sauvage. Alors ça, c'est amusant parce que c'est un terme qui revient très, très souvent dans la correspondance des peintres. Ce qui les attire à Berck, ce sont ces espaces de dunes, d'Oya, battus par les vagues, avec des temps qui sont très variables. On a de temps en temps des tempêtes qui arrivent, l'orage qui arrive, après il y a le soleil qui revient. Et justement, cette lumière un petit peu particulière sur la côte d'Opale, elle intéresse les peintres, j'imagine? Oui, ça de toute façon, bon, ce qui intéresse les peintres, qui est aussi un attrait formidable pour eux, c'est les changements de cette lumière. Ce qui est caractéristique ici, c'est que d'un moment à l'autre, un peu comme en Irlande, on a une atmosphère qui change du tout au tout. Et pour le peintre, il y a vraiment une diversité formidable qui est mise ici à sa disposition. Du coup, le bourgeois, le plagiste, il pouvait aussi repartir avec une peinture paysage? Ah, tout à fait. On dirait des cartes postales, mais c'est pas des cartes postales, ça n'a pas cette vocation-là, j'imagine. C'est pratiquement le format de la carte postale. C'était quelque chose qui permettait spontanément de prendre les nuances exactes d'une lumière précise. C'est du premier jet. C'est-à-dire, comme on prend une photo aujourd'hui du paysage, lui sortait son pinceau et son machin, et tac. Tout à fait. D'accord. Et puis bon, là, par exemple, là, on a les personnages. Ça, c'est 3-4 coups de couleur, quoi. Une touche de blanc pour la coiffe, une touche de bleu pour la jupe. C'est vraiment de l'instantané. C'est comme ça qu'on attrape la lumière. Ah oui, absolument. Donc on a quelque chose qui est vraiment un esprit tout à fait différent des toiles et que moi je trouve vraiment très très attrayant. Il n'y a plus qu'à mettre un timbre et puis, voilà. Et puis c'est super moderne, ça fait une carte postale. Voilà. Toute cette population-là qui débarque de Paris, elle est bien vue par les locaux? Pas nécessairement. C'est-à-dire que pour les locaux, la plage, c'est un lieu de travail. Et puis évidemment, ils voient arriver des gens qui n'ont pas du tout les mêmes motivations. Et ici, on a le peintre qui va représenter les élégantes, mais en se mettant dans la peau des pêcheurs qui les voient arriver. Donc on a quelque chose qui est un petit peu à la Daumier, hein. On est vraiment dans la caricature. Pour le pêcheur, tout est complètement excentrique. La tenue des dames, qui se baladent avec des ombrelles, des petits chiens qui n'ont rien à voir avec la conception que les pêcheurs peuvent avoir des animaux. Tout est complètement space, hein, pour les pêcheurs de l'époque. À quelques kilomètres au nord, les dunes cèdent leur place à d'imposantes falaises battues par le vent. Un paysage austère et abrupt qui surplombe la Manche du haut de ses 134 mètres. De l'autre côté de la mer, l'Angleterre, où se dessinent exactement les mêmes falaises. Normalement, elles sont visibles par temps clair, mais aujourd'hui, un ciel bas poussé par un vent de 80 km/h bouche l'horizon. Nous sommes ici au Cap Blanc-Nez, sur une falaise de craie blanche, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça souffle. Alors cet endroit est un petit peu particulier, car la Manche n'a pas toujours été ici. Il y a encore 20 000 ans, les mammouths broutaient gentiment sur le sol, ici, entre nous et l'Angleterre. Alain Transo, vous êtes géologue. Alors comment en est-on arrivé là? La chose peut-être la plus étonnante ici, c'est de trouver une falaise du côté français et une falaise du côté anglais, alors qu'en fait, on est sur un grand dôme qui reliait les deux pays et qu'aujourd'hui, on a un espace, un trou, que les géologues n'arrivent pas à expliquer de manière complètement satisfaisante. On ne sait pas comment ce dôme a disparu. On ne sait pas avec précision, on sait qu'il y a plusieurs millions d'années, mais on ne sait pas avec précision comment il s'est mis en place, pourquoi il y a ce creux. Alors si tu veux bien, on va poursuivre les explications, mais un petit peu plus bas, parce que ici, je pense qu'il y a un petit peu trop de vent. C'est un peu trop venteux en effet. Voilà, ici on est dans ce qu'on appelle le Cran des Cales. C'est une espèce de vallée sèche qui a été creusée par les pluies dans la craie en fait qu'on voit sur les côtés ici en bordure. Et cette craie là, voilà, c'est quoi? Elle vient d'où? Elle a quel âge? Alors cette craie, elle a environ de l'ordre de 100 millions d'années. Elle a été mise en place sur toute l'Europe du Nord dans une mer assez peu profonde. Elle regorge de fossiles, il y a des fossiles d'oursins, choses comme ça. Pas mal de gens qui viennent en chercher dans le quartier. Qui viennent un peu taper dans la falaise pour récupérer des fossiles? Oui, c'est interdit. Hein. Enfin, on peut les ramasser sur la plage, c'est pas légal.
ces falaises de craie, là, il y a combien de hauteur d'à pic? Il y a pas, je sais pas, il y a 80, quelque chose comme 80 mètres, mais après ça remonte un peu vers l'arrière-pays, ça monte à plus de 100 mètres. Et ça plonge dans le sol? Alors ça plonge pas très profond en fait, quelques mètres sous nos pieds, sous le sable en fait. Il y a un genre de platier, ce qu'on appelle un platier, c'est-à-dire il y a de la roche horizontale quasiment. Mais ici, là, le littoral, là, le trait de côte, il est mangé par la mer périodiquement ou c'est stable? Alors c'est relativement stable, mais globalement ça ne fait que reculer doucement parce que c'est une falaise. Donc c'est pas l'endroit idéal pour voir les déplacements du trait de côte. Il faut aller plus au sud, soit vers la Picardie, soit vers Vimereux en fait, pour qu'on comprenne comment le trait de côte peut avancer, reculer. D'accord, bah nous on va aller jeter un petit coup d'œil. Alors Vimereux, nous y voilà, et vous le découvrez en même temps que moi, c'est une ville qui fait face à la mer et qui affronte les éléments. Lucille, bonjour. Bonjour. Tu es de l'office de tourisme de la ville. Oui. C'est tout le temps comme ça ici? Non, 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 du tout. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, ce qui fait que la mer est un peu démontée, mais en général, c'est assez calme. Mais ça représente ou ça symbolise assez bien le problème de l'affrontement avec la mer, de ces villes qui sont juste au bord. Tout ça, c'est endigué pour protéger? Oui, ça a été créé dans les années fin 80, début 90, pour justement permettre d'empêcher la mer de trop démonter un peu tout ce qui passe, les maisons, les restaurants qui ont beaucoup souffert aussi. Donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu exceptionnel. Néanmoins, sur le bord, là, il y a des petits soucis par rapport à la mer qui gagne un peu sur la falaise, sur le terrain. Oui. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des bouts de falaise qui s'érodent, qui tombent. Donc par exemple, tous les chemins de randonnée sur le bord de la falaise sont détournés ou très dangereux. Donc il y a beaucoup de panneaux dangereux, attention éboulement. Aujourd'hui, depuis 2001, il y a certaines maisons qui sont inhabitables. Donc c'est assez embêtant. Et les gens qui habitaient ici, eux, ils ont été obligés de quitter la maison. Oui. Alors ces cabines de plage, c'est un petit peu le symbole des villes balnéaires de la Côte d'Opale. Est-ce que c'est aussi le cœur de la vie? Enfin, il y a du monde. Oui, quand il y a du monde, oui, quand il fait beau, c'est vraiment les familles qui se réunissent ici pour... il y a des amitiés entre les cabines, pour vivre, pour se dorer un peu au soleil, mais surtout pour papoter et vivre ici. L'été, on vit vraiment ici. C'est pas uniquement pour changer de maillot de bain, quoi. Du tout. Et je vois que c'est ouvert comme ça sur le large. On est en face des côtes anglaises, évidemment. Oui. On arrive à les voir de temps en temps? Alors, il y a un petit dicton qui dit que quand on voit les côtes anglaises, c'est qu'il va pleuvoir. Et que quand on ne les voit pas, c'est qu'il pleut. Aujourd'hui, il ne pleut pas, on ne voit pas les côtes anglaises, donc arrêtez de dire qu'il fait mauvais ici. Sur la Côte d'Opale, il n'y a pas que des stations balnéaires et des cabines de plage, évidemment. Il y a aussi des espaces sauvages comme ça, enfin, qui ont l'air sauvages, car ils sont tels qu'ils sont, parce qu'il y a des gens comme Pascal pour s'en occuper. Pascal, tu es animateur nature. Sans toi, l'endroit ne serait pas exactement comme ça. Qu'est-ce qui menace ce paysage, ces dunes? Alors, il y a deux facteurs très importants. La première chose, c'est d'abord la mer qui vient grignoter la dune et qui vient complètement laminer le littoral. Et ensuite, c'est vrai que les touristes viennent s'amuser dans les dunes et ils viennent un peu dégrader cet endroit. C'est-à-dire qu'ils descendent le sable. Voilà, moi j'ai déjà vu des courses de luge, du snowboard dans les dunes. Du sandboard. Ouais, du sandboard. C'est vraiment des comportements inadmissibles à voir sur les dunes. Parce que ça descend le sable. Et voilà, ça descend le sable, ça arrache la végétation. Et nous, notre travail aussi, c'est de proposer des animations gratuites tout au long de l'année, et notamment en période estivale, pour justement faire comprendre les enjeux que représente la protection de cet environnement.
Et qu'est-ce que tu peux faire pour retenir les dunes? J'imagine que tu vas pas mettre tes petits bras pour... Non, donc comme tout à l'heure on disait, c'est faire de la plantation d'Oya. D'ailleurs, voilà une touffe d'Oya. L'Oya, c'est quoi? C'est cette herbe-là? Voilà, c'est cette herbe-là. Mais en quoi, elle retient la dune? Eh bien, justement, on a quelque chose de très intéressant là. C'est justement, on voit bien les radicelles qui sont présentes devant nous. Voilà, ce tissu, on a de la feutrine un petit peu désagrégée. C'est les petites fibres là qu'on voilà, voit jaunes. Les petites fibres jaunes. C'est vraiment ça qui va créer un tissu végétal qui retient complètement la dune. Donc du coup, moi, si je me mets à grimper sur ta dune, tu m'en veux, quoi? Bah, un petit peu quand même. Ça se fait pas? Non, il faut faire très attention. Ça veut dire que celui qui a laissé ces traces-là, il t'a pas rendu service? Non, il m'a pas rendu de ton service. Donc ici, on est dans un estuaire. C'est une rivière, l'Oti, qui arrive ici. Voilà. Comment ça s'organise? On peut faire un dessin? Ah bah au contraire. Ah, super. Donc, c'est tout simple. Un estuaire, il y a les méandres de cet estuaire. Ici, l'Oti va creuser, on voit bien, il y a le méandre, donc elle va creuser ce qu'on appelle un musoir, qui est juste derrière nous, là. On voit bien que ça creuse, ça crée un ovale. Et ici, on a ce qu'on appelle un poulier. Ton poulier, là, en fait, c'est un tas de sable qui est déposé par la mer, et il bouge, et donc il bloque la sortie de la rivière. Exactement. Et son travail, grosso modo, il veut fermer l'estuaire. Donc lui, l'Oti creuse toujours là, et à un moment donné, le poulier va tellement vouloir fermer qu'il va créer un bras mort. Et bras mort, il va venir couper. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça s'accumule ici, ça finit par bloquer le courant, et donc voilà. Du coup, hop, il se crée une nouvelle voie. Exactement, et donc ça va créer des petits îlots à un moment donné, ici dans le paysage. Et c'est ce qu'on appelle la dynamique estuarienne, où on a toujours ce faciès qui évolue, qui change, on va dire tous les siècles. Et cette baie d'Oti, c'est un endroit particulier en termes de biodiversité? Ici, ce qui est extraordinaire, c'est la qualité de l'Oti. L'Oti est quand même un fleuve d'une excellente qualité qui va alimenter de nombreuses espèces, et notamment, pas très loin d'ici, on a les phoques qui sont là-bas et qui vont en profiter. Et eux, comme ils trouvent une bonne table ici, ils reviennent chaque année. Exactement, un bon restaurant. On arrive dans quoi là? Eh bien, on est en plein dans la vasière. D'accord. Et ça, on peut aller voir de plus près, c'est quoi ces picots là? Alors ça, en fin de compte, je ne connais pas bien leur origine, mais ce qui est intéressant, c'est que ça joue un rôle protecteur par rapport à la dune. Ces épis vont venir casser l'action de la mer pour éviter que la mer ait trop de force pour venir grignoter la dune. C'est-à-dire que le courant, il passe à travers ces picots et ça amortit un petit peu son impact sur la dune. Exactement. Alors ce qui est intéressant en même temps, là, on voit un petit peu d'algues, on voit un petit peu d'animaux. Donc là, on voit le bigorneau et je vais faire le bisou du bigorneau. Donc en fin de compte, le bigorneau, pour le faire sortir un petit peu de sa maison, il faut lui donner le bisou. Alors, le bisou, c'est ça, tout simplement. Il faut lui donner un petit peu de chaleur. Et puis, on va essayer de le faire sortir. Et alors, je suis pas un prince charmant, j'arrive pas à le réveiller, ce bigorneau. On est deux. Moi en même temps je suis un bigorneau, je sors pas. Tu me fais ça, je sors pas moi. Là c'est la phase de repos entre les marées. Comme tout à l'heure, on avait vu la dynamique estuarienne. L'Oti qui passe devant nous, là, donc se jette dans la mer. Quand la mer va remonter, il va vraiment avoir un mélange de l'eau douce et de l'eau de mer. Mais l'eau douce, elle charrie des limons. Ce que je disais, des matières organiques. Ça attire les poissons. Et là, par contre, les phoques vont être en activité. Ils vont venir chasser les poissons et se nourrir. Ils trouvent à manger ici. Alors, ils auraient pu aller ailleurs. C'est un indice bioindicateur exceptionnel de qualité de cet estuaire. Cette colonie a doublé de volume par rapport à l'année dernière. Si elle a doublé de volume, comme tu disais tout à l'heure, la carte est bonne, on revient manger. Voilà.